Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Sur Victoire FM, dernier numéro de la semaine, messieurs, dames. Merci de nous renouveler toujours votre fidélité d'écoute. Merci également à Wali Amadou pour la première partie. Notre invité de ce matin, c'est monsieur Jerry Tama, président national du NET. Monsieur Jerry Tama, bonjour. Bonjour. Le moral? Oh non, ça va, il n'y a pas de problème. Ah oui, donc on dirait que vous êtes totalement content, dégourdi, on dirait. Puisque... Non, mais écoutez, vous avez dit, hein, c'est le vendredi, dernier jour de la semaine, demain c'est le week-end. Donc vendredi, on pense déjà au repos qu'on va avoir le week-end, donc c'est normal que ce soit plutôt heureux. Qui a été élu au niveau du NET au sein de la commission électorale? Monsieur Bruno Fataï Ogousson, il est vice-président du NET depuis sa création, membre fondateur du parti. Que répondez-vous aux gens qui disent le NET a trahi le peuple? Ben écoutez, on saura si le NET a trahi le peuple à partir de l'année prochaine à l'organisation des élections locales et législatives. Aujourd'hui, nul n'a la prééminence de dire si le NET a trahi le peuple ou pas. Et puis maintenant, j'aimerais bien savoir en quoi le NET a trahi le peuple. Vous savez, ça fait maintenant plus de 25 ans qu'on organise des élections législatives sous le nouveau modèle du multipartisme dans notre pays. Ça fait maintenant plus de 25 ans que beaucoup de formations politiques sont à la CENI. C'est la première fois que nous rentrons à la CENI. Les autres années, on a plutôt encouragé et accompagné d'autres partis de l'opposition. Donc, c'est la toute première fois que j'entends quelqu'un nous dire participer à une CENI pour organiser des élections locales et législatives. Vous savez, les élections législatives, le dernier délai maximum, c'est le 14 juillet 2018. Et vous connaissez toutes les étapes qu'il faut mettre en place pour organiser une élection majeure dans notre pays. Donc, c'est la toute première fois que j'apprends dans ce pays que participer à une CENI qui est mise sur le modèle de l'APG, parce que la composition de la CENI actuelle est sur le modèle de l'APG. Le NET avait activement participé au modèle de mettre en place une CENI technique. Vous savez que d'autres personnes ont rejeté cette idée-là. Donc c'est la toute première fois, je suis plutôt surpris d'apprendre que participer à une CENI est plutôt une trahison. Mais bon, je l'ai dit, on verra dans... Oui, non, quand les gens parlent de peut-être trahison, on vous voit aux côtés donc des autres leaders des partis d'opposition au cours des manifestations. Ceux-là aussi étaient censés envoyer des noms à l'Assemblée nationale pour aussi passer au vote et être élus, nommés pour siéger à la CENI, mais ils ont brillé par leur absence. Il y a trois choses que je vais dire là-dessus. La première, le NET, depuis le 20 décembre 2014, a décidé de ne plus participer au regroupement de partis politiques. Et là, il faut peut-être que je le dise clairement à ceux qui nous écoutent, le NET ne fait pas partie des 14 partis de l'opposition. Mais il n'en reste pas moins que lors de toutes ces marches, le NET, comme beaucoup d'autres formations, vous savez, on a 110 partis politiques au Togo, comme beaucoup d'autres formations, ont jugé que les raisons qui motivaient l'appel à manifester étaient des raisons qui rencontraient entièrement l'assentiment du NET. Et le NET a participé à toutes ces marches-là. Je vais vous dire une chose. Le premier jour, le 6, quand nous sommes allés au niveau de CCP pour prendre part à la marche, nous avions décidé avec nos militants de se noyer dans la foule. Parce que tout citoyen a le droit de participer à une marche, que ce soit à l'appel du parti au pouvoir ou à l'appel de l'opposition. C'est aussi une des libertés fondamentales. Et c'est parce que nous étions arrivés et que, automatiquement, quand les gens nous ont reconnus, parce qu'il y avait du flottement au niveau de l'organisation, qu'on s'est retrouvé même à accompagner l'organisation et à se retrouver au niveau des leaders. Nous étions décidés à participer à cette marche-là de façon plus ou moins anonyme, comme tout autre citoyen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la coalition aujourd'hui est suffisamment organisée. Nous avons à plusieurs reprises exprimé notre soutien à la coalition parce que nous pensons qu'elle est bien organisée, qu'elle travaille très bien et que à la limite on n'a pas besoin d'un NET qui a eu, vous savez, nous avons eu beaucoup de difficultés entre 2012 et 2014 avec les différents regroupements et c'est à la suite de cela que nous avons décidé de se mettre à l'écart. Donc aujourd'hui nous ne sommes pas la coalition fait très bien son boulot, c'est la coalition qui mobilise, donc je ne vois pas en quoi une structure dans laquelle nous ne sommes pas présents
fait qu'on peut considérer que nous la trahissons, puisque actuellement la coalition appelle à des marches les 18 et le 19. Eh bien, les gens qui ont l'habitude de sortir à ces marches-là vont sortir, et absolument il n'y aura pas de remise en cause de cette mobilisation-là. La troisième chose que je voudrais dire à tous nos camarades, vous savez, quand vous avez un parti politique, vous respectez les objectifs de ce parti politique. Le 27 juillet dernier, nous avons fait le congrès du NET, et les objectifs à court terme que le parti a mis en place, c'était, je vais le citer assez rapidement, primo, faire en sorte que au minimum 4 députés rentrent à l'Assemblée nationale. 4 députés du NET. Du NET. Parce qu'il n'y a pas d'utilité à être un parti politique si vous n'avez pas de représentants à l'Assemblée nationale. Oui. Certaines personnes le trouvent peut-être normal, nous pas. On trouve que on ne vous prend vraiment au sérieux que si vous avez des représentants à l'Assemblée nationale, parce que vous jouissez en ce moment-là d'une légitimité populaire. Voilà. Premier objectif. Deuxième objectif, faire en sorte que le NET, sur les 116 communes, que le NET puisse prendre 5 communes. Ça, c'est un objectif. Vous êtes très modeste. Hein? Nous sommes très modestes. 91 députés, vous rêvez, vous ambitionnez avoir 4. Le NET a toujours dit que nous allons avoir une démarche progressive et nous devons pouvoir savoir compter sur nos forces. Ça, ça n'a rien. On a déjà fait l'expérience en 2013. Ça n'a rien de présenter 45 candidats aux élections si vous savez que vous n'avez pas les moyens financiers pour pouvoir les accompagner et si vous savez que vous n'avez pas l'ancrage populaire suffisant pour avoir les 45. Maintenant, après, chaque parti a sa stratégie. Nous avons dit que nous souhaiterions sur l'ensemble des conseillers conseillers municipaux en avoir 50 au minimum de conseillers municipaux. Nous avons dit aussi que, parce que le NET a de nouveau un ancrage écologique, nous avons dit que nous souhaiterions que le débat sur les questions d'écologie et de développement durable devienne une réalité dans l'approche politique. Oui, voilà, mais quand même, vos collègues, ou disons vos pairs de l'opposition, au niveau de l'opposition, dit ceci. Oui. Proposer une liste de représentants à la CENI au nom de l'opposition parlementaire, c'est nier la crise actuelle qui secoue le pays. Laissez-moi finir. Je suis en train de dire que ça, c'était les objectifs du NET. Oui. Vous comprenez? Maintenant, nous avons déploré la précipitation dans laquelle on a mis en place la CENI. Mais quelle est la différence entre les partis extra-parlementaires et les partis parlementaires? Les partis parlementaires ont, en vertu des accords issus de l'APG et du code électoral, ont 5 places qui leur reviennent de droit. Et on l'a déjà vu par le passé. S'ils décident de ne pas venir, c'est ce qui se passe actuellement. S'ils décident de ne pas venir, on attend. Et le jour où ils sont d'accord pour venir, ils viennent. Les partis extra-parlementaires n'ont pas... Mais quand même, ce n'est pas ce que le ministre a dit. Le ministre, lui, il a dit que dès lors qu'on a les 12, non, alors la CENI commence déjà. Le ministre l'a précisé, il y a 5 places qui sont réservées aux partis parlementaires et le jour de l'opposition. Donc les places là, on ne les touche pas. Le jour où les partis de l'opposition ont décidé de rejoindre la CENI, ça c'est déjà passé, vous le savez. Oui, mais ce que dit le gouvernement, le pouvoir a déjà obtenu sa majorité. J'en viens. Là, c'est pour en ce qui concerne les partis parlementaires. En ce qui concerne les partis extra-parlementaires, c'est plus délicat. Parce qu'il n'y a pas de place réservée pour X ou Y partis. C'est-à-dire que hier, il y avait sur la liste de ceux qui ont déposé leur candidature, il y avait 9 partis. Et je profite pour dire que sur les 9 partis, il y en a beaucoup qui ont participé aussi aux manifestations. Je ne vais pas donner de nom. Après, chacun fait ses investigations. Mais il y en a beaucoup qui ont participé comme nous aux manifestations, qui ont envoyé leurs propositions pour être dans la CENI. Ah bon, donc ce n'est pas le NET seul qui, après avoir participé aux manifestations, a envoyé des noms aussi du tout, à l'Assemblée. Du tout. Je dis, je oui, non, mais si vous connaissez les noms. Vous êtes journaliste. De toute façon, avant la fin de l'émission, on vous donnera les noms. Vous ferez les investigations. Oui. Ça, c'est la chose. Donc, aujourd'hui, si je suis président d'un parti qui dit, et le 4e objectif, c'était justement, à l'issue de ce congrès, avoir un représentant à la CENI, parce que si vous n'avez pas de représentant à la CENI pour accompagner votre action sur le terrain, c'est compliqué. Nous sommes allés aux élections présidentielles, nous n'avons personne à la CENI. Après, tout le monde s'est levé pour dire oui, voilà, le NET n'a pas payé ses délégués, alors que ceux qui avaient des représentants à la CENI n'avaient pas ce problème-là. Donc, si vous êtes président d'un parti politique qui a des objectifs et que la précipitation dans laquelle le gouvernement a convoqué la CENI, on le déplore. Mais la CENI qui est mise en place aujourd'hui, celle qui va organiser les élections législatives, les élections locales, donc qui sont les objectifs. Avant toutes ces deux élections, éventuellement le référendum. Je précise bien éventuellement le référendum. Non, si vous dites éventuellement, je ne serai pas d'accord parce que le gouvernement, lui, le ministre de l'administration territoriale a dit avant, et d'ailleurs il a bien su préciser très tôt
C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, la question du référendum, vous avez même passé tout à l'heure un élément sonore du net, où on dit, on en parlera sans aucun doute, où on dit qu'il faut absolument tout faire pour éviter le référendum. Oui, maintenant, l'opposition, je vous avais posé la question tout à l'heure, l'opposition dit, en réponse au président de l'Assemblée nationale, si nous proposons une liste de représentants à la CENI, c'est que nous nions qu'il y a une crise qui secoue le pays. Monsieur Joachim, oui. Mais est-ce que le parti qui a écrit ça est un parti, est membre du net? Non. Nous avons, je le dis encore, puisque vous êtes ensemble. Non, nous ne sommes pas ensemble, nous ne sommes pas de la coalition. Vous n'êtes pas à l'Assemblée, vous n'êtes non plus de la coalition, vous êtes quand même un collaborateur de la coalition. Non. Nous avons trouvé que les objectifs, et après, j'aimerais bien qu'on me dise en quoi une participation à la CENI est complètement opposée aux objectifs des marches. Mais on en reviendra tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que tout parti politique détermine sa politique et essaie de le suivre. Le net a dit, nous voulons aller aux élections législatives, aux élections locales, et nous voulons avoir un représentant à l'Assemblée nationale. Oui. On a lancé de façon précipitée, nous le reconnaissons, une invitation pour les partis dits supposés. Il y a 9 partis qui ont déposé leur candidature. Le net a participé aux élections législatives de 2013, a participé aux élections présidentielles de 2015, et considère qu'aujourd'hui il est important d'avoir un membre au niveau de la CENI. Et donc aujourd'hui, le net a une place à la CENI, au but également le PD. Si le net ne présentait pas un candidat, cela n'aurait pas empêché d'avoir les 3 candidats des partis escapalons. Autrement dit, on aurait choisi d'autres partis politiques. Voilà, donc ça dit qu'aujourd'hui, le fait que le net aille ou n'aille pas n'empêcherait pas... Ok, permettez que je vous pose cette question. Oui. Est-ce que vous reconnaissez que le Togo est en crise aujourd'hui? Le Togo est depuis longtemps en crise, pas aujourd'hui. Maintenant, faut-il régler la crise avant de penser à la recomposition de la CENI, vu la situation qui prévaut actuellement? Vous savez, le Togo a une histoire assez riche. Et dans cette histoire assez riche, le nombre de fois où vous avez eu des partis politiques qui vous ont dit les réformes ne sont pas encore prêtes, donc il ne faut pas aller à des élections, qui vous ont dit que les conditions ne sont pas réunies pour aller faire des élections, et qui ont souvent été les premiers à aller participer à ces élections. Quand moi j'entends ce genre d'approche, je dis mais écoutez, c'est parfois l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que nous avons des formations politiques dans ce pays qui vous ont dit les conditions ne sont pas réunies, les réformes ne sont pas faites, il ne faut pas participer aux élections, et ça fait une dizaine d'années que ça dure. Et ces mêmes formations politiques-là ont souvent été les premiers à participer. En 2015, on a vu des formations politiques qui ont dit il faut boycotter les élections, mais qui avaient des représentants à l'Assemblée nationale. Donc, nous ne pensons pas aujourd'hui avoir ni à donner des leçons à des gens, ni à recevoir des leçons de qui que ce soit. Les seules personnes que le net peut décevoir, c'est ces militants. Oui, mais quand même, est-ce qu'aujourd'hui, la CENI telle que composée, vous avez dit entre-temps parler de l'APJ, est-ce qu'elle répond réellement à l'esprit de l'APJ? Est-ce une CENI technique? Vous savez, nous avons participé et fait des propositions depuis 2012. La proposition du NES, c'est de faire une CENI technique. Tout récemment, le ministre de l'administration territoriale a ouvert un débat pour oui ou non la CENI technique. Nous, on est pour la CENI technique, mais d'autres personnes, dont je ne citerai pas le nom ici, ont trouvé que cette CENI technique n'était pas une solution. Je le précise, nous déplorons la précipitation dans laquelle cette CENI a été convoquée, mais cette CENI-là, avec un mandat d'1 année, celle qui va organiser les élections locales et les élections législatives. Aujourd'hui, et aussi le référendum. Écoutez, si vous avez 2 objectifs et vous avez trois possibilités, et vous vous rendez compte que si les 3 possibilités, vous avez au moins 2 objectifs qui sont réalisés, est-ce que vous décidez que, ok, comme je n'ai pas les 3 sur 3, je ne prends pas, ou bien si j'ai au moins 2 sur 3, je vais pouvoir les prendre? C'est ça la question. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Vous savez, moi j'aimerais bien que quelqu'un me montre, peut-être tout à l'heure on va ouvrir le débat, que quelqu'un me dise la seule fois au Togo où le boycott a apporté quelque chose. À partir de ce moment-là, je peux réviser ma position. Que quelqu'un me dise, ah, vous savez, telle année, on a boycotté telle chose et on a eu des résultats. Non, il faut je peux comprendre, et ça j'aimerais être clair là-dessus, que les gens ne soient pas d'accord avec la position du net. Voilà, et maintenant, l'opposition n'est pas, l'opposition parlementaire oui, n'est pas la CENI. Oui. Est-ce que l'institution va inspirer confiance? D'abord à vous-même qui y serez et à d'autres citoyens togolais. La question que je vous pose, c'est que depuis maintenant 10 ans,
cette CENI-là, qui a toujours été décriée, a organisé des élections et en fonction des résultats, quand on fait les élections législatives, aujourd'hui, les équilibres qu'on a à l'Assemblée nationale sont issus des élections législatives qui ont été accompagnés par cette CENI-là. Nous sommes dans une situation assez ubuesque au Togo où, quand on fait des élections et que des gens gagnent, en réalité, ils ne remettent pas en cause la crédibilité de la CENI. Mais quand ils ne gagnent pas, ils trouvent que non, que cette CENI-là, qu'elle est complètement maladroite. Mais ça ne les empêche pas, 5 ans plus tard, 3 ans plus tard, d'être de même présents dans cette CENI. Aujourd'hui, bon, écoutez, si jusqu'à l'organisation des élections législatives de 2018, l'ensemble des formations politiques de l'opposition refusent toujours de siéger dans cette CENI, nous serons en tort. Si, demain, on a la surprise de voir, comme on l'a déjà eu par le passé, nos amis qui disent aujourd'hui que la crise actuelle ne permet pas d'avoir une composition à la CENI reviennent, en ce moment-là, j'espère que vous les appellerez ici pour leur dire, mais écoutez, comment vous faites aujourd'hui pour être à la CENI alors que vous avez dit que les conditions ne sont pas remplies. Aujourd'hui, je dis, les seules entités pour lesquelles le net doit être fidèle, c'est ses militants, c'est son bureau politique. Et si aujourd'hui, il y a des gens qui sortent du parti pour dire, le net nous a dessus parce que c'est pas ce que nous avions dit, en ce moment-là, on va dire, non, tiens, peut-être qu'on a mal interprété les conclusions du congrès du 27. Donc, le net n'accompagne pas le gouvernement. Le net, mais écoutez, vous savez, c'est cette diabolisation, cette dichotomie qui est assez perçue. Au Togo, dès que vous dites oui, mais, c'est que vous accompagnez le gouvernement. Depuis 2012, trouvez-moi une seule phrase. Et le net est aujourd'hui l'un des partis qui communique le plus, parfois même trop. Trouvez-moi une seule phrase que le net, que ce soit à l'endroit de son président ou que ce soit, a tenu, qui donne l'impression que nous soutenons le gouvernement. Aujourd'hui, quand vous prenez les courriers adressés par les partis politiques au gouvernement pour critiquer, aujourd'hui, je pense que le net fait partie des deux ou bien du premier parti qui envoie combien de courriers au ministre de gauche à droite. On ne reçoit pas de réponse tout le temps, mais combien de fois nous ne critiquons pas l'action du gouvernement. Ce qui est malheureux dans ce pays, c'est que si vous ne hurlez pas avec la meute, c'est que vous êtes contre la meute. Et nous, de toute façon, nous n'accepterons jamais ça. Quand les chantres de la démocratie dans notre pays, ceux qui ont mis en place le multipartisme, quand ils entendent ce qui se passe aujourd'hui, certains ne sont pas là, ils doivent se retourner dans leur tombe. Parce que comment vous imaginez qu'on dit multipartisme, pluralité d'opinion, pluralité d'opposition, et que nous soyons dans une logique où dès que quelqu'un a une position qui n'est pas exactement la vôtre, vous le livrez à la verdict populaire. Mais il y a une chose que je dois dire, c'est que, par exemple, depuis hier, j'entends beaucoup de choses malheureuses. Et vous lisez également. Je lis beaucoup de choses malheureuses. Il y a même une fatwa qui est lancée sur moi. Si Jerry Tama arrive aux manifestations, il faut finir avec lui. Mais ce qui me rassure, c'est que je n'ai pas encore entendu un leader politique pour qui j'ai beaucoup de respect tenu ce genre de propos. Je comprends qu'il y a une grande colère dans ce pays et que avec la colère ambiante, on a besoin de boucs émissaires. Que le net serve de bouc émissaire, bon, en réalité, ça ne me gêne pas parce que ça prouve au moins que nous avons notre liberté d'esprit. Ça prouve que nous ne sommes pas un parti qui est aligné vers ce qu'on appelle le mainstream, mais c'est que nous sommes aujourd'hui un parti qui s'assume. Vous savez, quand M. Trump a commencé à faire la politique aux États-Unis, tout le monde se moquait de lui. Tout le monde trouvait que il n'était pas dans la logique aujourd'hui, il est président de la République. Donc, nous avons une logique, nous avons des convictions politiques, nous respectons les convictions politiques de nos partis frères, mais nous pensons que être dans l'opposition ne signifie pas tout simplement être rassemblé quelque part. Être dans l'opposition, c'est une pratique politique, c'est une position. Nous critiquons l'action politique, nous proposons beaucoup de choses, mais nous n'allons jamais nous laisser complètement ébranler par l'idée majoritaire parce que certaines personnes considèrent qu'ils sont dans le vrai. Vous savez, l'art politique, c'est l'art du résultat. La politique, c'est l'art du résultat. Si vous produisez des résultats, vous êtes dans le vrai. Si vous n'avez pas de résultats, vous n'êtes pas dans le vrai. Nous n'avons pas eu de résultats durant les 3 ou 4 premières années. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle stratégie. On verra, bien entendu. On verra, bien entendu. Alors, vous avez fait un message audiovisuel adressé notamment en direction du président de la République, Fonia Singbe, du chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, et de M. Tiki Achadam du PNP, et bien d'autres partis politiques
de l'opposition. Et vous avez interpellé aussi les religieux, la communauté internationale ou les personnalités de bonne volonté. Alors, de manière succincte, qu'est-ce que vous aviez dit au chef de l'État? Je pense qu'aujourd'hui, dans la crise dans laquelle nous sommes arrivés, il faut que le chef de l'État s'adresse au peuple. On peut avoir tous les jugements qu'on veut de M. Faure Gnassingbé, mais aujourd'hui, il est le chef de l'État togolais. Heureusement, même toutes les forces démocratiques le reconnaissent. Et il est temps qu'il parle au peuple. Vous savez, on parle d'un enfant de 9 ans qui est mort. On parle de 7 morts. Et parfois, on a eu des pays comme la France, un policier est mort en France et le chef de l'État a envoyé ses condoléances. Oui. Et comment est-ce qu'il peut envoyer ses condoléances pour un policier mort en France et ne pas intervenir pour au moins 7 morts dans le Togo? Donc je pense qu'aujourd'hui, il est très important qu'il parle au peuple et qui nous rassure, qui nous dise vers où on va. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est la prémisse d'une instabilité chronique et c'est pas bien. C'est déjà que le pays est exempt et donc installer une instabilité chronique dans le pays, c'est pas bien. Mais nous disons aussi que il est important aussi qu'il soit l'initiateur d'une solution à la crise togolaise. C'est vrai, quand nous disons qu'il faut ramener le texte à l'Assemblée nationale, nous savons, et là aussi il faut peut-être le dire aux auditeurs, que c'est plus compliqué que cela. Parce qu'un texte constitutionnel n'est pas comme une loi organique ou une loi ordinaire qui peut être promulguée par le chef de l'État. Du moment où ce texte constitutionnel ne peut pas être promulgué par le chef de l'État, l'article 107 de notre constitution est très clair là-dessus. Il n'y a que les textes promulgables qui peuvent être renvoyés pour une deuxième lecture. En clair, ça veut dire que en réalité, si le chef de l'État voudrait renvoyer le texte, il n'a pas les armes constitutionnelles et juridiques pour le faire. Donc on ne peut l'envisager que dans le cadre d'un accord politique. Voilà. C'est uniquement quand il y a un accord politique qu'on oublie un peu les textes, on dit ben voilà, comment on fait pour sauver le Togo. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voulons, que le chef de l'État initie cet accord politique-là. Et s'il ne peut pas le faire, que les religieux, que des diplomates. Vous savez, en 2013, c'est grâce à Monseigneur Bariga et à l'ambassadeur des États-Unis qu'on a décrypté la position. Voilà, qu'on a réussi à décrypter la position. Donc, ce que nous disons dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous disons que le chef de l'État ne peut pas ramener le texte à l'Assemblée si au préalable, on n'a pas eu de la part de l'opposition parlementaire une révision de sa position. Vous savez, moi je veux bien qu'est-ce que vous mettez dans la révision de la position? C'est ce que je veux bien qu'aujourd'hui la Constitution de 92 revienne. Même si, là aussi, vous savez, il y a quelque chose qui me gêne au Togo, c'est qu'avant le 19 août, nous disions, nous voulons aller à une 5e République. Il y a beaucoup de formations politiques qui disaient... Vous aviez dit? Oui, nous voulions. Au niveau du net. Oui, nous avons toujours assumé qu'il faut aller à une 5e République, parce que ce soit la Constitution de 92 ou que ce soit la Constitution toilettée en 2002, ben, elle porte en elle des germes, en réalité, de leur inefficacité. C'était notre position avant le 19 octobre et c'est 19 août et c'est notre position aujourd'hui. Vous avez des formations politiques. Et c'est encore votre position. C'est toujours notre position aujourd'hui. Aller à une 5e République. Nous disons qu'il faut aller à une 5e République. Oui, donc si tel est le cas, ça veut dire que votre marche aux côtés de vos camarades de l'opposition n'a plus de sens. Attendez que je vous explique. Oui, expliquez. Nous avons toujours, et vous pouvez faire sortir les bandes, lors de nos marches, dit s'il faut aujourd'hui faire une réforme, il faut la faire dans l'esprit de 92. Nous n'avons jamais, lors de toutes les marches, dit une seule fois qu'il faut faire les réformes et le retour à la Constitution de 92, parce que je pense qu'il est important qu'un parti politique reste cohérent dans ses approches. Nous avons dit avant le 19 et après le 19, s'il faut faire des réformes, il faut les faire dans l'esprit de la Constitution de 92, parce que cet esprit-là consacre la séparation des pouvoirs et l'autonomie des pouvoirs. Vous comprenez? Faire les réformes dans l'esprit de la Constitution de 92. Donc, ne pas revenir une extension à la Constitution de 92. Non, nous ne l'avons jamais dit et nous l'assumons. Maintenant, pourquoi nous le disons? Je vais vous expliquer. Comment on fait une révision constitutionnelle dans un pays comme le nôtre? Il n'y a que deux voies. Primo, l'Assemblée nationale. Secondo, le référendum. L'Assemblée nationale, il faut disposer des 4/5e de l'Assemblée pour faire une réforme. Vous comprenez? Et le référendum, c'est hypothèse numéro 1. C'est le président qui appelle au référendum. Hypothèse numéro 2, c'est les deux tiers de l'Assemblée qui envoie le texte au référendum. Il n'y a pas d'autre moyen. Et aujourd'hui, quand nous disons, ou bien quand certaines personnes disent, ben, nous voulons le retour intégral à la Constitution de 92, ben, la question qu'on doit se poser, c'est qu'en faisant comment? Parce qu'aujourd'hui, l'opposition a 29 députés sur 92 à l'Assemblée nationale.
Vous êtes d'accord avec moi que ça ne représente pas les 4/5 qu'il faut pour faire les réformes. Oui, mais est-ce que ce n'est pas ce que le peuple demande, M. Djiritama? Quand Mme Awanana et son équipe ont sillonné tout le Togo, vous les avez suivis sur les médias, un peu partout. Est-ce que vous n'étiez pas informé que les Togolais réclamaient le retour à la Constitution? Vous savez, je suis un acteur politique. Oui. Et vous aussi, vous sillonnez, vous courez le nom beaucoup plus. Et ce que je dis, c'est que, qu'est-ce que nous appelons le peuple? Le peuple, la seule façon qui permet à un peuple de s'exprimer librement, c'est lors soit des élections législatives, soit des élections présidentielles, soit lors d'un référendum. C'est la seule façon. Le reste, si vous faites mettre à la limite même 1 million de personnes dans les rues de Lomé, ce million de personnes-là, ces 7 millions de Togolais ne sont pas encore le peuple. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une pensée dominante. Et quand vous prenez la plupart même des communications, même de la coalition des 14, la pensée la plus dominante, c'est qu'il faut faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Oui. Et sur cette question-là, l'ensemble des Togolais sont d'accord qu'il faut faire ces réformes constitutionnelles et institutionnelles. Mais la deuxième question qui arrive automatiquement, c'est comment on le fait? Par quels moyens? Est-ce que demain vous mettez 1 million de Togolais dans la rue et quand ils sont dans la rue, on dit ok, vous savez, à compter d'aujourd'hui, aujourd'hui, là, nous sommes aujourd'hui à vendredi. Si on a 1 million de personnes dans la rue, on dit, bah écoutez, à compter d'aujourd'hui, nous sommes à la Constitution de 92. Non. Nous sommes un état de droit. Si nous voulons rester un état de droit, nous devons pouvoir se donner les moyens de respecter le droit sur lequel nous avons décidé de suivre. Donc, à vous comprendre, vous avez dit, même si c'est 1 million de personnes dans les rues, ça ne constitue pas le peuple. Mais donc, il faut laisser tomber les manifestations de rue. Non, mais justement, vous savez, les manifestations de rue ont créé une différence de rapport de force. Aujourd'hui, quand moi j'entends les gens dire, mais écoutez, avant le 19 août, personne n'imaginait un seul instant que le gouvernement soumettrait à l'Assemblée nationale un projet de loi. Au départ, je me souviens, il y a les députés de la majorité unie qui, je vais dire, excusez-moi l'expression, ricanaient en disant, écoutez, on verra quand la commission Awana United Femina, on va y penser. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des avancées? Oui. Mais maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons que les choses changent, mais étape par étape, ou bien nous voulons qu'elles changent complètement? Mais j'ai dit une chose, la politique, c'est l'art du résultat. Si la manifestation arrive demain à nous amener la Constitution de 92, ben, je viendrai ici, si vous me permettez, faire mon meilleur coup en disant, j'ai mal fait, il n'y a pas de problème, tout le monde peut se tromper. Mais si la manifestation n'arrive pas à nous amener la Constitution de 92, et que nous ne profitons pas de cette occasion pour faire des avancées, et j'aimerais aussi que les gens qui sont sur des positions jusqu'au boutiste reviennent aussi dire, bah, écoutez, on s'est trompé, on a peut-être visé trop. Donc c'est la raison pour laquelle vous dites à l'opposition de réviser aussi sa position. C'est le pourquoi nous disons aujourd'hui, et j'aimerais... Et c'est le même propos que M. Christophe Tchao également a tenu la dernière fois. J'aimerais être très précis là-dessus. Si nous ne pouvons pas avoir la Constitution de 92, il y a depuis mai 2016, la coalition ANC a mis en place une proposition de loi. On peut au moins travailler là-dessus comme base. Deuxième élément. L'opposition l'a retiré. Deuxième élément. Djiritama, oui. Permettez, on va servir les annonceurs, on revient tout de suite. Victoire FM. Maintenant, M. Djiritama, votre représentant est à la CENI. Si on vous demande de venir pour rapidement organiser le référendum que vous avez demandé au chef de l'État d'abandonner pour le moment, quelle sera votre conduite? Avant de répondre à la question, je voulais juste finir ce que je disais. Je dis, sur l'appel que je fais à l'opposition parlementaire, je dis éventuellement, si aujourd'hui, et il faut être honnête aussi de le dire, nous n'avons pas la force à l'Assemblée nécessaire pour imposer à la majorité parlementaire, elles sont 2 députés de l'opposition de unir pour leur imposer un retour intégral à la Constitution de 92. Ce qu'on peut faire, c'est composer. Donc si éventuellement le texte revenait à l'Assemblée... Composer ou bien aller autour d'une table de discussion? Oui, non, composer, quand je dis composer, c'est discuter, dialoguer. Donc si éventuellement le chef de l'État entendait notre voix et décidait dans une initiative d'accord politique de ramener le texte, aujourd'hui il est très important que éventuellement qu'on fasse des modifications sur la base de la proposition de loi NCAD. Mais nous disons aussi une chose, vous savez, les revendications de l'opposition, c'est 3 niveaux. Réforme constitutionnelle et institutionnelle, vote de la diaspora et libération des prisonniers politiques. Maintenant, comment est-ce qu'on fait voter la diaspora
les Togolais de la diaspora si on ne modifie pas le code électoral. Parce que ce n'est pas la constitution qui modifie qui donne le vote de la diaspora. La preuve, c'est que même avec la constitution de 92, la diaspora ne votait pas. Oui. Donc c'est le code électoral. Aujourd'hui, si nous voulons revoir la composition même de la CENI, c'est le code électoral. Le découpage électoral, c'est dans le code électoral. Le fichier électoral dont on parle, c'est dans le code électoral. Donc il faut peut-être aussi que les Togolais comprennent que la constitution de 92 à elle seule ne va pas résoudre le problème que nous avons aujourd'hui pour avoir de l'alternance. Le problème le plus important même d'ailleurs, c'est le code électoral. Il faut profiter de cette période propice aux réformes pour intégrer les modifications du code électoral. C'est ce que je voulais dire, parce que on peut faire juste la modification constitutionnelle, revenir même à la constitution de 92. Je peux même dire une chose aux Togolais. C'est grâce à la constitution, c'est avec la constitution de 92 qu'il y a fait 2 mandats. Donc à elle seule, elle n'empêche pas l'arbitraire. Il faut pouvoir l'encadrer de la sécurité. Oui, des garde-fous. Des garde-fous. Et ces garde-fous-là, c'est les institutions. Donc, et maintenant, je reviens à ma question. Si on vous demande aujourd'hui d'organiser les élections, disons le référendum, vous êtes déjà à la CENI. Je l'ai dit. Alors, vous désapprouvez le référendum. Je l'ai dit et je répète, aujourd'hui le référendum n'est pas une fatalité. Toutes les formations sont sur la surenchère. Le gouvernement dit on va aller au référendum, mais vous entendez aussi le gouvernement, M. Tchao l'a dit tout récemment, s'il y a dialogue, bien entendu ils sont partants pour le dialogue. Aujourd'hui ce que nous demandons, c'est que l'ensemble des acteurs uniquement de l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas l'Assemblée nationale, que l'ensemble des acteurs à l'Assemblée nationale puissent entendre raison et que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Donc, sur le principe, il faut tout faire pour éviter le référendum. Nous l'avons dit lors de l'élément Sonio. Vous savez, un référendum, c'est des milliards, plusieurs milliards. Et cet argent-là peut servir à des projets sociaux, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles, l'électrification des villages. Nous n'allons pas gaspiller cet argent pour ça. Deuxième élément, vous savez, on a besoin de 73 députés pour avoir les 4/5. Aujourd'hui, il y a 2 députés qui ont voté pour. Mais honnêtement, moi, je ne m'adresse pas à qui que ce soit. Mais est-ce que l'Assemblée nationale ne peut pas trouver 11 députés qui peuvent aller à un compromis, discuter, modifier le code électoral, faire des observations sur la révision constitutionnelle actuelle, ajouter 4, 5, 6 articles pour qu'on puisse s'épargner ce référendum-là. Maintenant, vous me posez une question. Est-ce que... mais si le pouvoir décide, le ministre de l'administration a dit hier que très tôt, ça sera organisé. Ce n'est pas, vous savez, il y a une chose sur laquelle il faut aussi qu'on dise aux Togolais, c'est la légalité. Et aujourd'hui, l'organisation du réforme est légale, sans aucun doute illégitime. Non, vous faites volte-face? Nous ne faisons pas volte-face. Je dis, il faut considérer la légalité. Aujourd'hui, nous devons nous battre pour éviter la tenue de ce référendum. Et les consignes qui seront données à notre représentant là-bas, c'est de faire en sorte, nous le faisons déjà pour éviter le référendum. Maintenant, si par hasard, le référendum venait à être maintenu, écoutez, ne me demandez pas aujourd'hui de me prononcer sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. D'accord. L'opposition prévoit encore 2 jours de manifestation la semaine prochaine, notamment le mercredi 18 et le jeudi 19, c'est la semaine prochaine. Mais le gouvernement a aussi signifié à ces mêmes partis que on a besoin que vous manifestiez encore en semaine, mais plutôt vous pouvez organiser des meetings. Autrement dit, le point de départ constituera aussi le point de chute de toute manifestation. Mais l'opposition organise une manifestation le mercredi pour chuter au Parlement, c'est-à-dire devant le palais des congrès, et le jeudi, ce serait à la BIDC, le fond de la CEDEAO. Oui, non, cette décision du gouvernement est complètement illégale. Là, nous sommes en train de nager entièrement dans l'arbitraire. La loi portant manifestation publique est claire. La loi Bodjona. La loi Bodjona n'a nulle part dit qu'il y a des jours il faut manifester, il y a des jours il ne faut pas manifester. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'on interdise des manifestations publiques. Mais l'État dit, le gouvernement dit que cela impacte et touche beaucoup de choses. Non, c'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut pas anticiper sur des choses. Vous savez, le net a peut-être même été le seul parti à présenter des excuses aux populations lors des débordements qu'il y a eu lors de la marche du 5. Parce que nous sommes aussi Togolais. Vous savez, aux élections de
15, on a eu que 60% de nos concitoyens qui ont voté. Et ça veut dire qu'il y a 40% de nos concitoyens qui ne sont pas forcément intéressés par la politique. Et il faut aussi autoriser ces personnes-là à manifester. Mais il y a des dispositions juridiques qui permettent aussi éventuellement d'appréhender les personnes qui se sont rendues coupables de ces voies de fait. J'ai toujours précisé que lors de toutes les marches auxquelles j'ai assisté, les leaders politiques de l'opposition sont des fervents défenseurs de la non-violence, et chaque fois que des jeunes ou bien d'autres personnes... Malheureusement, ce n'est pas la même lecture que fait le gouvernement. Oui, mais moi j'ai participé aux manifestations, je peux vous et on dit, vous étiez soldat, on dit qu'il y a des armes qui circulent dans les rangs des militants, de vos militants, oui, et aussi des gens détenus, sont en détention de pistolets. C'était la semaine dernière. Écoutez, les gens sont pénalement et individuellement responsables. Si quelqu'un tient une arme et qui n'a pas d'autorisation de port d'arme, qu'on l'appréhende. On ne va pas aujourd'hui empêcher des centaines de milliers de Togolais de manifester sous le prétexte qu'une ou deux personnes ont eu des armes. Ça n'a pas de sens. Par contre, nous trouvons aussi que, heureusement que la loi Bodjona contient, j'ai eu l'occasion, la chance de toute façon de participer à sa rédaction, a en elle-même les garde-fous nécessaires. Aujourd'hui, si on a dit qu'il faut déclarer la manifestation minimum 5 jours avant, c'est parce que vous avez l'autorité à 2 jours pour rendre sa décision. Ensuite, les organisateurs peuvent saisir le tribunal administratif en référé et avoir une réponse dans les 48 heures. Aujourd'hui, ce que nous disons, la décision des ministres est illégale, mais il faut aussi passer par des voies légaux, épuiser tous les recours pour être sûr que cet état de droit que nous tous nous appelons, mais que cet état de droit... Et voilà, ce bras de fer qui se dessine déjà, qui se profile à l'horizon, qu'est-ce que cela va pouvoir créer, engendrer encore la semaine prochaine? Est-ce qu'on peut s'entendre du moins sur le minimum? Mais avant de répondre, Aïvi, il y a une question à vous poser. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Je vous ai toujours dit dans ce pays qu'il y a des gens qui sont des communistes. Non, monsieur Aïvi, un peu de respect, s'il vous plaît. Posez la question de manière claire et responsable. Vous voyez monsieur Dieritama qui soutient une marche populaire de l'opposition. Maintenant, la marche proteste contre le référendum et envoie un membre à la CENI. Et le gouvernement dit que ces membres se constituent pour organiser le référendum, les élections locales, législatives et présidentielles à venir. Maintenant, lui, il envoie un candidat et on lui pose la question de savoir si le gouvernement appelle pour le référendum, il dit qu'il ne peut pas se prononcer sur ce qui serait dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il essaie de roubler le peuple. Maintenant, j'ai aussi lu quelque chose sur sa page Facebook qui disait que lui veut rencontrer la mission que l'opposition a refusée. Il veut rencontrer la mission au nom de quoi? Est-ce que c'est lui qui est le tenant de cette nuit avant? C'est pas lui qui a fait venir cette missionnaire. Donc, lui n'est pas le tenant de cette nuit, il veut rencontrer cette mission au nom de quoi? D'accord, au nom de quoi il voudrait rencontrer l'OIF. Merci beaucoup. Et on prend M. Gervagos. Oui. Oui. Il pose le gouvernement décide. Parce que vous lui avez posé la question maintenant. Oui, Gervagos, parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Il répète ce que Christophe Thiao a dit. Je vais demander à notre invité. Bon, il ne voit pas qu'il se cherche, il fait la marche, il accuse la marche. Maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il a comme programme dans son parti pour donner à ce peuple. Non, nous ne sommes pas encore en période de campagne électorale, cher ami. Non, oui. C'est que chaque fois il vient, il est de l'opposition, il accuse l'opposition, il épouse ce que le gouvernement décide. Voilà, normalement quand il vient sur les médias, ce qu'il doit faire, c'est ça qu'il doit dire, non, et ce que les autres font, c'est ça qu'il doit critiquer. Voilà. D'accord. Voilà, merci, il vous répond dans un instant. Et on prend le troisième intervenant qui est en ligne. Allô, monsieur Kolani? Allô, bonjour mon frère. Oui, bonjour. D'abord, il faut dire directement courage à lui. C'est ça, la démocratie qui pluralise. Il ne faut pas les garder dans la même direction. Et puis, moi, au niveau du MCD, on n'était pas pour l'institut technique et l'institut politique. Nous avons fait des propositions. C'est pourquoi on n'a pas déposé notre candidature. Au niveau du MCD politique, aujourd'hui, c'est plus l'appel. Donc, c'est pour dire qu'on veut faire dans son état à ce peuple-là
sachant bien que cette série là ne va pas donner bon résultat. Donc il fallait carrément le boycotter. Hein, pour demander la série technique. On a fait des propositions, on a demandé si les avocats vont s'organiser, les médecins, les huissiers, les architectes, les corps, ils sont constitués pour qu'ils viennent être des séries qui sont neutres plus ou moins. D'accord. Et que ce peuple a donné un bon résultat. En côté politique, quel résultat encore pour ce peuple? Ce n'est pas intéressant. D'accord. Merci, bien noté. On va prendre le dernier intervenant, c'est M. Jacques. Oui, bonjour Jacques. Bonjour. Je salue M. Tama Komandega. Komandega. Oui, bon, je voudrais dire quelque chose. Est-ce qu'il n'est pas en train de donner raison à ceux qui disent qu'il n'est pas véritablement de l'opposition, y compris moi-même? Ah bon? Oui, parce qu'il refuse le référendum. Il envoie déjà pour supporter le référendum, c'est-à-dire quelqu'un à la tête de son parti. Il a fait la même chose en 2015, au moment des élections. Croyant qu'il comptait sur quel peuple avant d'aller aux élections présidentielles, M. Djeritama. Là où il ne peut pas être député. Non, est-ce que quelque chose empêche un Togolais d'aller... Non, un Togolais d'aller à une élection? Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche? Tu dois compter sur un électorat avant d'aller aux élections. Tu comptes sur qui pour aller aux élections? Ah bon? Oui. Donc, Djeritama, lui, n'a pas de militants? On compte sur... Bon, tous ceux qui se sont présentés dans les choses de l'opposition parlementaire, ils représentent combien dans l'opposition? Si on va ressembler leurs membres qui les ressemblent, qui les représentent, ils sont au nombre de combien? Pas même 2%. Ah bon. Merci. Monsieur Djeritama, est-ce qu'il y a, je ne sais pas s'il faut parler de applaudimètre ou bien quelque chose, une sorte de métrologie pour pouvoir mesurer le nombre de militants qu'il faut avant de déposer sa candidature pour une élection? Ben écoutez, à la limite, on était 4 candidats de l'opposition en 2015. Je ne sais pas... il y avait M. Jean-Pierre Fabre, il y avait le professeur Aimé Gogué, il y avait Maître Mohamed Tchassona Traoré et il y avait M. Djeri Komandega Tama. Voilà, bon maintenant, je ne sais pas sur quel... Vous tous, vous étiez de l'opposition. Voilà. En tout cas, Jean-Pierre Fabre, lui, il est le chef de file de l'opposition. Voilà, je ne sais pas sur quelle base aussi les autres ont participé, mais ce que je retiens, c'est que j'ai l'impression qu'on fait une autre démocratie au Togo. Dans tous les pays du monde, il y a des petits partis. Vous savez, nous sommes arrivés en 2012, on a dit qu'on est sur du long terme. Le net deviendra un grand parti dans 15-20 ans. On ne se trompe pas sur nos objectifs. Et maintenant, vous savez, dans beaucoup de formations, les gens, dans beaucoup de pays, quand vous avez 5, 6, 7, le Libéria aujourd'hui est en train d'être considéré comme un modèle, vous aviez une dizaine de candidats. Une vingtaine même de candidats qui se présentent. Maintenant, chaque formation politique est libre de son choix. Je n'arrive pas à comprendre comment on veut nous contraindre dans ce pays à être sur... Oui, maintenant, Jacques dit, est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui pensent que vous n'êtes pas fondamentalement de l'opposition, y compris lui-même? Maintenant, vous savez, la politique n'est pas une question de zygomatique. Je ne fais pas la politique pour faire plaisir à X, Y, je fais la politique pour aller à l'endroit d'un électorat. Je peux aussi dire... Vous avez dit que la politique, c'est aussi le résultat. C'est l'art du résultat, c'est point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reçois aussi beaucoup de soutien. Maintenant, je ne vais pas dire que parce que j'ai reçu sans soutien, ça veut dire que c'est bon. Il faut aller vers un électorat et nous irons progressivement vers cet électorat. Monsieur Kolani lui trouve qu'il fallait boycotter cette CENI purement et hautement politique et opter pour une CENI technique qui est prônée par l'accord politique global. J'ai posé une question ici. Donnez-moi un seul exemple de victoire que nous avons eu dans ce pays par le boycott. Si quelqu'un peut me le donner, je demande à retirer mon candidat dès demain de cette CENI-là. Donnez-moi un seul résultat que nous avons eu dans ce pays depuis qu'on a commencé la lutte politique en faisant le boycott. Et à partir de là, je me retire. Donc, M. Djeritama ne veut pas opter pour la politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide n'a jamais apporté aucun résultat. Il faut être avec les gens, discuter et trouver des résultats. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Autrement dit, M. Djeritama, avant que l'opposition peut-être n'envoie ses 5 candidats, beaucoup de choses peuvent se passer à la CENI. Est-ce que l'opposition a demandé l'avis de M. Djeritama pour ne pas envoyer les 5 candidats à l'Assemblée? Nous sommes un parti politique organisé qui est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, après, il revient au peuple de nous sanctionner ou pas. Il n'y a pas de dictat. Ce qui me gêne dans ce pays, c'est le dictat d'une sorte de pensée unique, alors que nous luttons justement contre ce dictat de pensée unique. Nous ne sommes pas d'accord avec certaines personnes, mais ce n'est pas
pas grave. Dernier élément quand même, avant de finir, quelqu'un a demandé pourquoi on veut rencontrer l'OIF. Non, c'est pas nous qui voulons rencontrer l'OIF. Vous aviez publié sur votre page. La mission de l'OIF présente au Togo qui nous a contacté pour dire la mission qui est en train d'arriver souhaitait nous rencontrer et nous étions d'accord pour les rencontrer. Nous n'avons pas demandé à rencontrer l'OIF, mais encore une fois, nous sommes un parti politique qui est actif dans ce pays et qui fait partie qui rentre dans les discussions avec les autres partis. Oui, mais vous faites la marche et vous accusez au même moment la marche. Non, personne n'a accusé la marche. J'ai toujours soutenu les marcheurs. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une antinomie entre marcher et être à la CENI, parce que les gens ont souvent été à la CENI en disant même pas qu'il faut aller aux élections, en demandant de boycotter les élections, et personne ne les a critiqués. Sans détour, et c'est la fin de l'émission, est-ce qu'il y a possibilité de sortir de cette crise? Si tous les acteurs le veulent, on peut s'en sortir. Mais si on reste chacun sur sa position, on risque d'aller à un référendum et c'est la pire des solutions. Merci, monsieur Djeri Tama. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, messieurs, dames, vous tous qui nous avez prêté votre oreille attentive. N'oubliez pas, tout à l'heure, sous le coup donc de 8h30, Jacob Ahama vous donne rendez-vous et ce sera pour le journal en EV. Et entre-temps, toute l'équipe de la rédaction sera autour de lui pour le décryptage de l'actualité. Mais c'est en EV. Ne perdez pas de vue aussi que demain samedi, ce sera entre nous. En tout cas, l'actualité, pardon. Il faudra bien être précis. Demain samedi, ce sera l'œil du week-end. Et Victoire FM recevra un grand acteur également pour vous. Et vous serez ensemble, messieurs et dames, pour le décryptage des principaux sujets d'actualité au Togo et ailleurs. Bonne journée à toutes et à tous. Excellente semaine. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.